Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'énorme difficulté à laquelle on est confrontés tous, et qui, moi j'avoue, me pose tout à fait problème à titre personnel, c'est que, en fait, aujourd'hui, il faut arrêter, pour un pays comme la France, c'est pas le vrai pour les pays pauvres, mais pour un pays comme la France, il faut arrêter la croissance économique. Et en fait, on le sait tous, il faut arrêter la machine. Alors, nos amis gilets jaunes sont décroissants. Vous avez vu les chiffres sur le commerce et tout ça, on a l'impression que c'est la fin du monde. Les restaurateurs qui disent « Oh, moi j'ai perdu 50% de clientèle. » Oui. Eh bien oui, monsieur, c'est le début de la décroissance. C'est arrivé d'un coup, on ne s'attendait pas, c'est parti pour la décroissance. Donc évidemment, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué d'arrêter la croissance parce que ça veut dire, il faut dire les choses, hein, c'est-à-dire que votre salaire ne va pas augmenter. Hein, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat, donc là, c'est assez contradictoire pour le coup avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée, pour nombre d'entre nous, il faut renoncer à une hausse monétaire du pouvoir d'achat. Hein, il s'agit effectivement donc de réduire certaines dépenses, de vivre mieux, de vivre différemment, de moins travailler, etc., pour réduire notre empreinte écologique. Parce que ce qu'on sait maintenant de façon certaine, ce que nous ont appris les scientifiques, parce qu'heureusement, il n'y a pas que des économistes sur Terre, il y a aussi des gens sérieux, ce que nous ont appris les scientifiques, c'est que le modèle, enfin l'économie française n'est pas soutenable, déjà dans son état actuel. Ce n'est pas une question pour les générations futures. Hein, c'est-à-dire que si on généralisait le mode de vie, hein, l'art de vivre à la française, à l'ensemble de la planète ne suffirait pas. Notre mode de vie n'est pas soutenable. Donc, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, et alors malheureusement, effectivement, il y a plein de trucs très désagréables qu'on devrait faire, c'est-à-dire beaucoup moins utiliser la voiture, ne plus prendre l'avion, chauffer chez nous à 17 degrés et pas à 21, etc., ne plus manger de viande ou quasiment, etc., etc. Alors que le jambon, tout à l'heure, était absolument délicieux. Donc, vous voyez, là, c'est compliqué. Mais plus fondamentalement, comme société, la façon dont nous pensons, il faudrait vite en plus, qu'on abandonne cette idée de croissance quantitative, du toujours plus. Alors quand on dit ça comme ça, on est assez facilement d'accord, en disant bah oui, c'est vrai, on a ce qu'il faut, nanana, pas besoin de plus et tout. Mais après, quand vous avez votre gamine qui veut acheter la dernière console et tout, là c'est plus dur la décroissance. Hein. Les enfants sont les pires pollueurs de la planète. Hein. Je pense que vous l'avez tous constaté. C'est vraiment terrible, les enfants, ça vous pousse à acheter une voiture, puis après une grosse voiture, puis une grande maison, et puis tout ça. Bon, bref, c'est une catastrophe. Donc voilà, il faut sortir de ça. Et on voit, par exemple, c'est compliqué d'un point de vue politique, parce que toute la gauche du Parti communiste, la gauche de la CGT, toute une partie aussi du Parti socialiste, était et reste productiviste. Et attaché à l'idée de croissance, parce que la croissance, c'est l'emploi. Ah, et on le voit très bien sur Fessenheim. Hein, la Fessenheim, la CGT, le PC sont opposés à la fermeture de Fessenheim pour des raisons d'emploi. Et c'est bien pour ça, cette question de la croissance, c'est ça qui empêche, pour l'instant, qu'il y ait des coalitions rouges-vertes qui se fassent en France et dans les pays européens. Parce que les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Et là où, si vous voulez, le problème est très très profond, c'est que pour tous les économistes de gauche, jusqu'à récemment, la croissance était la solution. Quand vous étiez marxiste, quand vous étiez keynésien, la croissance était la solution. Était la solution au chômage, était la solution au déficit, était la solution aux inégalités. Or, ce que nous disent les économistes écologiques, qu'on n'a pas écouté pendant 40 ans, parce que ce qui est dramatique, c'est que les travaux de ce qu'on appelait le Club de Rome datent du début des années 70. Donc en fait, on savait tout au début des années 70. Le Club de Rome, c'est des économistes hyper sérieux, des physiciens, des chercheurs du prestigieux MIT aux États-Unis, avec des modèles, des équations, etc. Ce n'est pas des rigolos. Ils avaient tout expliqué il y a déjà plus de 40 ans. Tout expliqué. Et personne ne les a pris au sérieux. Et donc, ce que nous disent les économistes écologiques, c'est que la croissance est le problème. Donc là, vous voyez, il y a un renversement complet qui empêche pour l'instant l'alliance politique, parce que vous avez la gauche traditionnelle, pour qui la croissance, c'est la solution, et les écologistes, pour qui la croissance, c'est le problème. Il faut arriver à sortir de ça. Alors sinon,
donc pour parler plus directement du livre que j'ai écrit, j'ai essayé de faire plusieurs choses dans ce livre. D'abord, j'ai essayé de balayer pour faire des économies, parce que j'ai le souci du pouvoir d'achat. Donc pour faire des économies aux lecteurs, j'ai essayé de balayer un grand nombre de sujets dans le livre. Donc il y a un chapitre sur la mondialisation, un chapitre sur la finance, un chapitre sur l'Europe, un chapitre sur les inégalités, un sur le chômage, un sur les salaires, etc. Et en fait, ce livre, c'est une énorme fiche de lecture de tout un tas d'études que j'ai lues ces dernières années, à la fois comme enseignant, des textes que j'ai donnés à lire à mes étudiants, et aussi des choses que j'ai lues pour les articles que je fais pour le magazine Alternative économique, auquel il faudrait vite s'abonner avant qu'ils disparaissent. S'il vous plaît. Donc, dans mon livre, c'est pas du tout un essai, c'est pas du tout un essai personnel, c'est un livre où vous avez 2 ou 3 notes de bas de page à chaque page qui renvoient à des études. Donc, d'une certaine manière, c'est un livre qui a été écrit par des dizaines d'économistes. C'est-à-dire que je suis allé chercher les économistes que je trouve les plus intéressants en France, en Europe, aux États-Unis, avec à chaque fois des gens qui amènent des éléments concrets, précis, empiriques, parce que j'étais vraiment dans une démarche pragmatique. Et la deuxième chose que j'ai essayé de faire, donc pour expliquer déjà un certain nombre de phénomènes, et la deuxième chose que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de me dire, s'il y avait un gouvernement de gauche qui était élu demain en France, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais vraiment demain, c'est-à-dire que voilà, il y a un gouvernement de gauche. Alors bon, ceux qui ont connu la gauche peuvent raconter aux autres ce que c'est. Donc, il y a un gouvernement de gauche qui est élu en France. Donc, on ne sort pas de l'Union européenne, on ne sort pas de l'euro, on ne sort pas du capitalisme, on est élu demain. Est-ce qu'on peut faire des choses ou pas? Et honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais écrire parce que j'étais assez convaincu qu'on ne pouvait rien faire parce que moi aussi, je me fais intoxiquer par tout un tas de discours. Mais j'ai cherché systématiquement à me dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut augmenter les salaires? Est-ce qu'on peut réduire le chômage? Est-ce qu'on peut réduire les inégalités? Est-ce qu'on peut se protéger de certaines formes de commerce international qui sont nuisibles sur le plan social, environnemental, etc. Donc par exemple, j'ai fait toute une discussion sur les avantages et les inconvénients du protectionnisme au niveau national, au niveau européen, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, etc. Donc j'ai essayé de montrer ce qu'on pouvait faire, donc chapitre après chapitre. Et en fait, on se rend compte qu'on peut faire pas mal de choses. Alors évidemment, moi je me place dans une optique assez traditionnelle, donc social-démocrate, centrée sur le rôle de l'État, donc bien française, parce qu'en France on aime bien l'État, hein, vous avez remarqué, on aime bien l'État. On aime bien lui cogner dessus, mais on aime bien l'État aussi. Et en fait on voit qu'on pourrait changer assez profondément la société et l'économie, même dans l'incroyable carcan dans lequel on s'est mis depuis les années 80, entre la mondialisation et l'Union européenne. Et notamment, donc, comme il va y avoir les élections européennes au mois de mai prochain, et que j'enseigne dans un institut d'études européennes, je n'enseigne pas dans une faculté d'économie, mais dans un institut d'études européennes. Mes étudiants n'ont pas fait d'économie avant de rentrer dans notre institut. C'est une sorte de Sciences Po, si vous voulez. C'est un peu comme Sciences Po, avec beaucoup moins d'argent. Donc ils ne sont pas destinés non plus à devenir économistes après. Donc j'essaie de leur faire comprendre la réalité de façon non technique, sans jargon. Et en fait, ce qui m'a frappé pendant la campagne présidentielle, et je pense que vous a tous frappé, c'est que au-delà du débat sur les personnalités, il y avait un débat majeur entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sur l'Europe. Et j'étais très énervé dans ma cuisine quand j'écoutais la radio, parce que je trouvais que les deux étaient idiots. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je pense que les deux sont idiots. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est idiot parce qu'il fait comme si l'Union européenne était beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que vous savez, c'est le petit garçon qui s'invente un monstre pour après dire « j'ai terrassé le monstre, je suis hyper fort ». Sauf qu'en fait, c'était pas un monstre. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'Union européenne, par exemple, si on le souhaitait, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire nécessairement, mais l'Union européenne, par exemple, n'a rien à dire si vous souhaitez nationaliser les banques. Rien du tout. Vous pouvez le faire demain. Si vous voulez augmenter le SMIC, l'Union européenne n'a rien à dire. Si vous voulez remettre à plat complètement la fiscalité française avec un impôt progressif très important, avec des tranches sur l'impôt sur le revenu très élevées, taxer beaucoup plus l'héritage, l'Union européenne n'a rien à dire. Si vous voulez bloquer les loyers, l'Union européenne n'a rien à dire. Si vous voulez passer à la semaine de 4 jours, l'Union européenne n'a rien à dire.
voyez que si on faisait tout ça, si vous voulez partager complètement le pouvoir dans les entreprises, l'Union européenne n'a rien à dire. Je veux dire, sur tous ces sujets, l'Union européenne, c'est pas moi qui dis qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle-même, elle reconnaît qu'elle n'a aucune compétence. Elle n'a strictement rien à dire. Vous voyez que si on faisait tout ça, on serait quand même dans un pays légèrement différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est bête, et je ne comprends pas pourquoi il adopte cette posture-là, de la part de Jean-Luc Mélenchon, de désespérer tout le monde en disant on ne peut rien faire à cause de l'Europe, parce que l'Europe, il ne peut pas la changer. Évidemment qu'il ne peut pas la changer. Parce que l'Europe, c'est des traités. Hein, l'Europe, c'est des traités, et qu'il changeait les traités si à l'unanimité. Et que, sans doute heureusement, il n'y a pas 27 Jean-Luc Mélenchon dans l'Union européenne qui seraient d'accord avec lui pour changer les traités. Hein, et qu'il existe quelque chose qui s'appelle la démocratie, qui fait qu'aujourd'hui, 9 gouvernements sur 10, 9 sur 10, en Europe, sont de droite. Y compris des fois avec des petites coalitions avec l'extrême droite fort sympathique. D'accord ? Les gens votent à droite. Et là, aux prochaines élections européennes, ce que je trouve sidérant, c'est dans le débat médiatique, on va encore s'intéresser qu'aux résultats en France, mais quand même le seul intérêt de ces résultats, c'est de savoir ce qu'il va avoir comme Parlement européen, et évidemment que le Parlement européen de mai prochain va être le plus à droite qu'on ait jamais eu depuis que les élections européennes du Parlement existent, c'est-à-dire depuis 1979. Évidemment que ça va être le plus à droite. Donc, c'est pas la peine de commencer à s'exciter sur changer quoi que ce soit. Il faut agir au niveau national et on peut faire plein de choses. Et je trouve que ça redonnerait de l'espoir aux gens si Mélenchon faisait un programme sur ce qu'il peut faire au niveau national et sans rien avoir à demander à l'Union européenne. Alors par contre, il y a deux... Alors, bon, je finis. Voilà pourquoi je trouve que Mélenchon a tort. Et je trouve que Benoît Hamon a tort aussi. Parce que Benoît Hamon, lui, nous dit on va faire l'Europe sociale. Hein, son truc pour les prochaines élections européennes, c'est de dire on va construire une majorité de gauche en Europe, on va faire, etc. Or, il sait forcément que c'est faux. Ça n'arrivera pas. Oui, ça n'arrivera pas. Donc pourquoi faire dépendre les mesures en France d'une Europe sociale qui n'existera pas? Ça n'a pas de sens. Bon, donc je trouve les deux assez fatigants, et je trouve que c'est assez désespérant pour la gauche française. Et encore une fois, ça rejoint, en plus, je trouve que paradoxalement, en fait, ils rejoignent le discours libéral, consistant à dire on est un pauvre pays inefficace qui ne peut rien faire tout seul, quand on est la 6e puissance économique du monde. C'est quand même sidérant d'en arriver à ce niveau-là d'impuissance dans les têtes, quoi. C'est complètement incroyable. Alors, par contre, c'est vrai, il y a deux sujets sur lesquels il faudrait engager, disons, une sorte de discussion intelligente avec l'Europe. C'est le déficit. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez faire la transition écologique, vous êtes obligé d'investir massivement, donc vous allez avoir un gros déficit. Donc là, il faudrait tranquillement essayer de bâtir une majorité d'idées en Europe pour dire, eh ben, ces sommes-là, on les sort des fameux critères de Maastricht. C'est-à-dire que ce déficit-là, on le met dans une boîte spéciale et ça ne compte pas. Voilà, c'est à peu près la seule position, je pense, qu'on peut avoir, qui est défendue par de plus en plus d'économistes. Et puis il y a un autre sujet là plus compliqué, qui est celui des services publics, où je pense que ça serait essentiel de renationaliser les services publics. Comme ça, si on veut bloquer le tarif d'EDF, eh ben on peut le faire. Alors que là, actuellement, le gouvernement ne peut pas le faire, contrairement à ce qu'il a dit, puisque maintenant, c'est plus lui qui fixe les tarifs. Hein, c'est une commission indépendante, qui n'est pas dirigée par le gouvernement. Donc si vous voulez renationaliser les services publics en France, effectivement, là, la Commission européenne a tout à fait le droit d'intervenir, puisque les concurrents d'EDF ou de GDF vont porter plainte, ils vont gagner devant la Cour de justice européenne, et là, il faudra leur dire, les amis, non, c'est comme ça. Mais là, c'est un rapport de force politique, et j'imagine assez mal qu'un gouvernement français ne soit pas capable de mener ce rapport de force politique avec l'Union européenne. Donc tout ça ne me paraît pas si compliqué que ça. Et par ailleurs, ce que j'aimerais que la gauche fasse, et qu'elle n'a jamais fait dans toute l'histoire de la construction européenne, c'est qu'elle construise des vraies majorités politiques avec les gouvernements de gauche des autres pays. Hein, ce qui est sidérant, quand même, on a tous voté aux élections européennes, on n'a jamais eu d'étrangers européens sur les listes. C'est quand même complètement bidon. Que, par exemple, le Parti socialiste, par exemple, qui soi-disant était hyper attaché à la construction européenne, il n'y avait jamais d'Espagnols, d'Italiens, de Suédois, d'Allemands sur les listes du PS. Jamais. C'est hyper européen comme démarche. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait... Quelle démarche la gauche française entreprend
avec la gauche espagnole qui est au pouvoir, la gauche portugaise qui est au pouvoir, avec les sociodémocrates suédois, etc., pour construire des plateformes politiques avec des ONG, des intellectuels, etc. Hein, on nous parle de l'Europe au moment des élections, on nous parle beaucoup de l'Europe pour nous imposer des trucs dont on ne veut pas, mais je vous invite à vous interroger là-dessus. La gauche française ne fait jamais rien, au quotidien, jamais rien, pour construire une majorité de gauche politique en Europe, pour construire un espace politique qui n'existe pas. Il n'y a pas d'espace politique européen aujourd'hui, il n'y a pas de médias européens, il n'y a pas de débat politique européen, chacun reste dans son État national malheureusement, et rien n'est fait pour construire un vrai débat au niveau européen et essayer d'avoir une majorité progressiste et écologique au niveau européen. Donc voilà, moi je pense qu'on peut faire plein de choses malgré l'Europe. Donc l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle existe, une catastrophe absolue. Comme je l'explique là aussi dans mon chapitre dans le bouquin, sur le plan intellectuel, c'est une catastrophe absolue, mais on n'est pas dans un État fédéral, on peut faire plein de choses au niveau national, et donc je trouve que c'est vraiment dommage de s'auto-limiter dans ce qu'on peut faire en donnant un portrait de l'Europe qui est trompeur.